Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va débriefer cette victoire des Bulls face à Houston, une victoire euh, un petit peu étrange, un match étrange en tout cas, où parfois ça ressemblait à ce qu'on a vu contre Charlotte, en tout cas dans le scénario de la fin de match, on va y revenir, mais où c'était quand même beaucoup plus agréable dans le jeu et donc on va développer un petit peu tout ça. C'était mine de rien le neuvième de l'Ouest qui se déplaçait chez le neuvième de l'Est, neuvième de l'Ouest avec un bilan positif face au neuvième de l'Est avec un bilan négatif. Mais ce qui était intéressant à observer avant le match, c'est de se rendre compte que Houston a un bilan positif. Il me semble qu'ils étaient à 18-17 ou 19-18 avant ce match-là. Mais leur bilan à l'extérieur était très 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 moyen. Ils avaient 3 victoires, 11 défaites, quelque chose comme ça. Donc tu te dis, c'est pas une équipe qui forcément est très très à l'aise à l'extérieur. Donc ça peut nous servir. Pour ce match-là, on avait les retours de Zach LaVine et de Vucevic dans le 5 de départ. On se rappelle que les deux matchs contre Charlotte, ils les ont débutés sur le banc avec des limitations de minutes. Ça n'a pas été le cas ce soir, enfin hier soir en tout cas, parce que ouais, ils ont tous joué plus de 40 minutes. Mais on va revenir sur les rotations de Donovan après. Euh, et autre changement dans le 5, Caruso donc restait dans le 5 avec Kobe White, Vooch, Demar et Zach. Et du coup, Patrick Williams retournait sur le banc. Et ce qui faisait qu'on a quand même débuté ce match avec du small ball face à une équipe de Houston avec un secteur intérieur qui est quand même un peu plus, comment dire ça, talentueux et productif que le secteur intérieur des Hornets. Et pourtant, ce sont les extérieurs qui se mettent en évidence d'entrée et qui nous font mal avec notamment Fred VanVleet qui met 5 des 7 premiers points de son équipe. Et on se demande si, enfin, moi, en tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, encore un qui est né pas loin de Chicago, comme Max Truss il y a quelques semaines, et qui vient et qui nous l'a fait à l'envers, quoi. On se rappelle que Max Truss, il y a 2 semaines à peu près, avec les Cavs, il nous avait défoncé. Il nous avait défoncé au play-in aussi l'an dernier avec Miami. Et là tu vois Van Vliet qui commence déjà à être chaud, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais au final, Van Vliet aura eu une soirée assez moyenne en termes d'impact et d'adresse surtout. Mais bon, mais en tout cas, donc 7-0 Chicago, 7-0 Houston. Mais on réagit vite, on arrive à trouver quelques shoots ouverts avec de bons mouvements de balle. Des Rosanne qui met 2 paniers à 3 points et ça ouvre des espaces et ça permet d'attaquer un peu plus le cercle. Euh, et pourtant, on n'a pas de réussite. Incroyable, notamment Zach LaVine, mais il n'était pas le seul, qui a raté un nombre incroyable de lay-up alors qu'il était vraiment sous le cercle, qu'il arrivait à bien se projeter, bien driver pour aller jusqu'au cercle, mais il manquait la finition. Donc c'était un truc qui était assez incroyable sur ce début de match, on n'arrivait pas à finir au cercle. Il a fallu attendre une bonne rentrée quand même de joueurs comme Ayo et Drummond pour voir aussi quelques moves un petit peu plus fluides, avec un peu plus de rythme. Ayo a fait une super rentrée, j'ai trouvé. Une bonne passe pour Drummond à l'intérieur, un shoot à 3 points dans le corner, une défense agressive. On a vu aussi de bonnes aides défensives. Quand Şengün avait la balle près du cercle, il y avait tout de suite Caruso ou Ayo justement qui venait apporter l'aide pour faire une prise à deux directe et le forcer à ressortir la balle. Et on va très peu voir Şengün dans la première mi-temps, beaucoup plus après, mais c'est aussi on va en reparler. Et du coup, Houston est souvent obligé de shooter de loin et ils n'ont pas forcément de réussite dans ce domaine-là dans le premier quart-temps, un petit peu plus au deuxième et c'est comme ça qu'ils vont aussi finir par passer devant en signant un 10-0 dans une période où par contre on va faire énormément de fautes. Je crois qu'on va être dans le bonus au bout de 4 minutes parce on a fait énormément de fautes, il y a beaucoup de lancers pour les Rockets qui à ce moment-là prennent l'ascendant. Et puis au final, c'est Zach LaVine qui va faire la diff jusqu'à la mi-temps, où il aura été énorme, déjà offensivement, où il enchaîne des super passes décisives, une pour Vucevic et deux pour Kobe White sur des paniers à 3 points en transition. Lui-même va inscrire 2 paniers à 3 points, mais surtout sur cette séquence-là, les 5-6 dernières minutes avant la pause, sa défense va être excellente. Euh, on va le voir courir, faire des close-out à l'opposé, il va faire des bons contests, il va couper les lignes de passe, il va déclencher les transitions, dont celle où il donne des passes pour Kobe White, il va prendre des rebonds, euh, il va être excellent. Et dans son sillage, les Bulls vont être meilleurs défensivement, vont réussir à faire quelques bons contests, de bons close-out. Et même si Houston met quelques paniers à 3 points, on mène encore de 8 points à la pause, notamment grâce à une super adresse extérieure, parce qu'à ce moment-là du match, on est à 12 sur 22 à 3 points.
revers de la médaille, on n'a que 10 points inscrits dans la raquette. Et comme on l'a dit, il y a eu énormément de lay-up qui voulaient pas rentrer. Et donc forcément, ça n'a pas aidé à ce niveau-là des stats. Et puis dans la deuxième mi-temps, progressivement, au fil des minutes, ce match va devenir un petit peu fou, avec deux équipes qui veulent mettre du rythme, qui veulent aller vite, mais sans forcément avoir la réussite qui va avec. Comme on le disait, on a attaqué plein de fois le cercle et ça ressortait. Euh, et, euh, et là, on va continuer à attaquer le cercle. On va réussir un petit peu plus à trouver des points inside avec Zach LaVine, avec Vucevic en post-up. On va reprendre un petit peu de l'avance, mais Houston n'est jamais vraiment très très loin. Ils vont chercher des secondes chances, ils vont provoquer des lancers. Ils sont très très batailleurs sur toutes les luttes au rebond. On se fait un peu bousculer. Tous les hustle play, les ballons au sol, tu as toujours un mec de chaque côté qui se jette. Ils sont toujours au contact. On est devant, on mène de 9 points après 3 quarts temps, mais tu sens que ça reste fragile parce que Houston est toujours là en train de gratter, d'essayer de chercher. Et au final, donc Sengun qui était à 0 points à la pause, 0 sur 5, qui a mis 8 points dans le troisième quart, là, il s'est mis à enchaîner dans le quatrième quart temps, tout passe par lui. Festival de Sengun, tout passe par lui. Il met des spin moves, il provoque des lancers, il va rentrer des shoots, même avec Vucevic, les deux bras tendus devant lui. Vas-y, par-dessus tes mains, je m'en bats les couilles. Il a été énorme, mais à lui tout seul, il a relancé Houston. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il ait vraiment eu beaucoup d'aide de la part de ses coéquipiers. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont été capables de prendre le scoring à leur compte avec une énorme adresse, à part Jabari Smith. Jabari Smith qui a mis quelques gros paniers à 3 points quand même, qui a pris 15 rebonds, donc forcément lui il a fait le taf. Jalen Green un petit peu, même si voilà, il a parfois loupé quelques shoots ouverts. Mais en tout cas, sur cette période-là du match, tout passe par Sengun. Et on est passé de 16 points d'avance à... Ça a diminué de plus en plus. Et pourtant, on arrivait à trouver des bons shoots sur des bons screens pour libérer les shooters sur pick and roll. Il y a eu des bonnes décisions de Kobe White pour trouver Vooch à l'intérieur, etc. Mais on a refait le coup de la panne. À 4 minutes 17 de la fin du quatrième quart-temps, Zach LaVine prend un rebond offensif et met un lay-up. Et sur les 4 minutes 17 qui restent dans ce quart, on met plus un point. Plus un. À ce moment-là, on mène 112-104 à 4 minutes 17 de la fin. Et derrière, on perd des ballons, il y a des passes mal ajustées, il y a on décide de donner les ballons à DeMar DeRozan en isolation. Et un peu comme le match à Charlotte, c'est pas tellement qu'il va faire les mauvais choix, c'est surtout qu'il va louper tous ses tirs. Il va faire 0 sur 6 dans ce quart-temps-là, DeMar DeRozan, pendant que Sengun, lui, continue son festival. Lui, il va mettre 14 points dans ce quart-temps. Il va provoquer un passage en force de Zach LaVine. Et ouais, étrangement, alors qu'on arrivait à mettre de bonnes actions en place, on s'est dit, tiens, on va filer la balle à Demar DeRozan et on va le laisser finir le match. Sauf qu'il a loupé bah, voilà, tous ses shoots dans ces moments-là. Et il n'a pas forcément cherché à donner les ballons aux autres. Il s'est dit je vais shooter, je vais shooter, je vais shooter. Et c'est pas vraiment rentré, quoi. Et donc ça nous a un petit peu coupé dans notre rythme. On n'avait plus vraiment d'élan. Et il faut dire aussi que Houston défendait bien pour boucher l'accès au cercle. Tu n'avais quasiment aucune possibilité d'arriver jusque dans la raquette. Donc du coup, on a pris quelques tirs lointains, parfois en fin de possession. C'est un petit peu n'importe quoi, mais ça peut pas être plus n'importe quoi que ce que les refs, ce que les arbitres ont fait dans la dernière minute. Il y a un tir à 3 points de Kobe White qui est loupé, donc il reste à peu près 45 secondes à ce moment-là. Il y a Demar DeRozan qui est à la lutte avec d'autres joueurs pour le rebond, qui est bousculé et qui tombe au sol, qui glisse. Et les arbitres sifflent un flop de Demar DeRozan, mais aussi une faute de Jeff Green qui a poussé DeRozan. Donc comment ça se passe? Comment tu peux siffler les deux en même temps? C'est soit l'un, soit l'autre. C'est impossible que le joueur ait fait faute en poussant DeRozan, donc Jeff Green ait fait faute en poussant DeRozan, et DeRozan prenne une technique pour flopping. S'il est poussé, enfin, donc c'est extrêmement incroyable. Et en plus, ce qui est encore plus hallucinant, c'est que les arbitres donc regardent à la vidéo pour vérifier des trucs comme ça, et ça dure au moins 3-4 minutes. Et pendant ce temps-là, tu vois les coachs qui sont là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu vois Billy Donovan qui va parler à un arbitre en lui disant, mais comment tu peux siffler les deux en même temps? Ça n'existe pas, ce genre de truc, tu vois. Et je pense qu'en plus, Udoka, il a décidé de faire le troll. Parce que donc les arbitres vérifient pendant au moins 4 bonnes minutes à la vidéo. Et au final, ils te disent, donc il y a faute de Jeff Green et technique pour DeRozan pour flopping. Il y a un lancer franc pour Houston.
Et le coach de Houston, Ime Udoka, il dit, je vais utiliser mon challenge. Un peu genre troll, du genre un peu, non mais je crois que vous n'avez pas regardé assez longtemps encore. Retournez-y 2 minutes, histoire de. Mais bon, forcément, ils n'ont pas changé d'avis. Ça faisait déjà 4 minutes qu'ils étaient dessus. Donc Van Vliet met son lancer franc. Et ce qui, à ce moment-là, ramène Houston à 112-110. Euh, et ensuite, les Bulls ont la possession, n'en font rien. Sengun égalise, 112 partout. Donc, comme d'habitude, démarre DeRozan avec le dernier shoot, qui temporise, qui prend un mid-range qui ne rentre pas. Sauf que Houston prend le rebond, il reste 1,6 secondes, ils prennent un temps mort, ils mettent un truc en place, mais on a quand même bien défendu Jalen Smith qui a pris un 3 points bien contesté, Jalen Green, pardon. Donc on l'a quand même bien contesté cette action-là, et on se retrouve dans une prolongation, et là c'est le même scénario que Charlotte, où pareil, on avait de l'avance dans le quatrième quart-temps, DeRozan a enchaîné les choix débiles dans les dernières minutes, et on s'est retrouvé à disputer une prolongation où on n'aurait jamais dû être. Et le pire dans ce match de Houston, c'est que si les Rockets avaient été adroits au lancer franc, on n'y serait même pas allé en prolongation. Ils nous auraient battu genre 115-112 et c'était marre. C'est incroyable, c'est assez incroyable parce qu'au final, les Rockets, ils ont fait 12 sur 20 au lancer franc sur l'ensemble du match. Ce qui est assez dégueulasse. Mais enfin, bref. Donc, du coup, tu te retrouves avec un scénario similaire à celui de lundi où tu te retrouves dans une prolongation où tu n'as absolument rien à foutre. Et quand Houston prend 4 points d'avance assez rapidement dans cette prolongation, tu te dis, voilà, ça va commencer à puer du cul quand même. Heureusement, Zach LaVine va être énorme, énormissime. Il va mettre un drive où il va se faufiler au milieu de 3 gars pour aller mettre un lay-up main gauche avec la faute assez énorme, un super and one. Dans la foulée, il remonte la balle, il met un gros panier à 3 points pour qu'on passe devant 120-119. Et sur l'action d'après où il remonte encore la balle, il y a une prise à 2 qui arrive sur lui. Il arrive à ressortir la balle pour DeRozan. Ça arrive sur Kobe, complètement ouvert de l'autre côté. 3 points, boum. Le dagger, 123-119 à 64 secondes de la fin du match. Et enfin, ça permet d'assurer la victoire parce que Houston après va rater tous ses shoots, va essayer de faire des fautes pour envoyer les Bulls au lancer franc et Caruso va faire 1 sur 2, mais après Houston ne va plus réussir à mettre un seul shoot. Donc on s'impose 124-119 dans un match où honnêtement c'est bien de l'avoir gagné, on a beaucoup mieux joué. Mais ça reste frustrant de devoir passer par une prolongation alors que tu avais 16 points d'avance dans le milieu du quatrième quart-temps, quoi. Ça, c'est quand même assez incroyable parce qu'on a failli se gâcher, comme je disais, une prestation d'ensemble qui était quand même assez solide, en tout cas bien plus agréable à regarder que les 2 matchs qu'on a fait contre les Hornets. On a quand même vu une attaque bien plus fluide, beaucoup de bonnes passes. On a fini avec 31 passes décisives, ce qui est quand même très très bien pour nous. On a su trouver beaucoup de bons tirs, souvent des tirs ouverts et des shoots qui étaient pris dans le rythme, pas des trucs forcés en fin de possession, sauf en fin de quatrième quart-temps. Mais il y a eu des passages comme ça, mais dans la globalité, c'était quand même beaucoup plus fluide. On a mis 19 paniers à 3 points sur 47 tentatives, donc gros volume. Et 19 paniers à 3 points, c'est notre record cette saison, donc ça nous a bien aidé aussi à se sortir de cette situation compliquée. Et aussi, on a provoqué énormément de fautes. Le 21 sur 25 au lancer franc, il fait quand même particulièrement plaisir parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire de manière très très régulière. Mais c'est vrai que là, avec, euh, avec, avec Vooch et Demar, et pas Vooch, Demar et Zach LaVine qui sont allés pas mal au lancer, et Kobe White aussi, ça a permis de faire la différence à ce niveau-là. Zach LaVine, extraordinaire. Extraordinaire. Gros match. Énorme impact défensif, comme on l'a dit. Des bons choix la plupart du temps, balle en main pour faire des bons screens, pour éloigner les défenses, pour privilégier les pick and roll de l'autre côté. Des paniers clutch dans la prolongation. Il a terminé avec 25 points à 8 sur 15 au shoot, 4 sur 8 à 3 points, 13 rebonds, ce qui est pas loin de ce record en carrière parce qu'il en avait pris 14 la saison dernière dans un match face aux Clippers. 7 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre. Il a été énorme. C'est son meilleur match de la saison, clair, net, précis. Il n'y a pas vraiment à discuter plus que ça. Donc il a été extrêmement investi. Et si c'est comme ça qu'il revient, là, ok, il n'y a pas de problème. Mais on l'avait dit dans la dernière vidéo, hein, déjà les deux premiers matchs de son retour contre Charlotte, le premier, il avait été impliqué défensivement, le deuxième, absolument pas. Donc on va voir comment ça va
s'enchaîner dans les matchs suivants. Mais sur le match qu'il a fait là, ce mercredi soir contre Houston, excellent, propre. Franchement, Zach LaVine, si tu continues comme ça, c'est très très bien. Kobe White aussi, excellent. Il finit avec 30 points, 9 sur 17, 6 sur 11 à 3 points, 8 passes décisives. Vooch a été bon aussi, avec un gros double-double, avec 18 points à 9 sur 17, 15 rebonds, même s'il a fait 0 sur 5 à 3 points. Il s'est pas mal fait bouger par Şengün en fin de match, mais bon, voilà, après, ça reste toujours compliqué de défendre sur l'intérieur turc tout le match. C'était étonnant qu'il soit à 0 points à la mi-temps. On savait qu'à un moment, ça allait s'enchaîner. Je crois qu'il a fini avec 25 points, donc voilà, il fallait quand même s'y attendre un petit peu. Demar DeRozan, lui, il a mis 19 points, mais il lui a fallu 19 shoots. Il a fait 5 sur 19, ce qui était quand même vraiment pas terrible. Ayo a été bon en sortie de banc. C'est moins le cas de P-Will qui a disparu au fil des minutes, un petit peu comme à Charlotte lundi. On se rappelle qu'il revenait d'un match d'absence avec une blessure à la cheville. Bon, il n'avait pas l'air plus gêné que ça, mais là, c'est vrai que ça fait 2 matchs où tu le vois mettre un ou deux paniers au début, et puis après, bah, plus rien, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis, alors le truc incroyable, c'est André Drummond qui a pris 0 rebond. Alors il n'a pas beaucoup joué, 12 minutes 30, mais d'habitude ça lui suffit pour en prendre 7 ou 8. Et là, 0 rebond, je crois bien que c'est une première fois dans sa carrière qu'André Drummond fait un match à 0 rebond. Ou alors des matchs où il était rentré à 2 minutes de la fin de Garbage Time, quand il était remplaçant aux Nets ou aux Sixers. Mais c'est quand même incroyable, parce que sur les sept matchs précédents, les 7 matchs où il était titulaire quand Vucevic n'était pas là, puis quand il est revenu, il en avait pris plus de 10 à chaque fois. Donc là, passer de ces moyennes-là à 0 rebond, c'est quand même assez incroyable. Mais voilà, donc comme je disais, il a joué que 12 minutes 30, ce qui est relativement semblable au temps de jeu qu'il avait plus tôt dans la saison avant la blessure de Vucevic. Et je ne sais pas si c'est quelque chose de... comment dire, si c'est ce que Donovan voulait vraiment mettre en place pour ce soir, mais peut-être aussi que c'était en fonction des match-ups avec la taille de Houston. Et c'est vrai que lui aussi a pas mal galéré face à Şengün, donc peut-être que, voilà, je sais pas, j'ai pas d'explication claire et nette. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements dans les rotations de Billy Donovan sur ce match. Par exemple, Javon Carter n'est pas du tout rentré en jeu. C'est la première fois de la saison qu'il joue pas. Dalen Terry, il a eu droit à 6 minutes. Dans un match en prolongue, c'est quand même chaud. Et en fait, on est tourné à 8 mecs. Nos 5 titulaires, donc 4 d'entre eux qui ont joué plus de 40 minutes. euh, et Ayo, Patrick Williams et Drummond en sortie de banc. Donc voilà, c'est quand même assez étrange. Il faudra voir comment ça va se goupiller sur le back-to-back qui arrive. Est-ce que Drummond va être un peu plus utilisé, genre samedi soir quand on sera à San Antonio face à Wembanyama, ou est-ce que la veille on reverra Jevon Carter pour essayer de défendre un petit peu sur Steph Curry ou quoi. On va bien voir. On va bien voir, parce que là c'est vrai que c'était un petit peu étonnant les rotations mises en place par Donovan. Donc on va voir comment ça va évoluer au fil du temps. Mais si on se retrouve avec des rotations réduites à 8 plus un joueur qui joue 6 minutes, et sur les 8, tu en as 4 qui jouent plus de 40 minutes, alors oui, c'était une prolongation, mais pour dire que c'était quand même des rotations réduites, je ne suis pas sûr que sur la durée, ce soit extrêmement, extrêmement productif, donc il va falloir surveiller ça. Euh, Mine de rien, ça reste une bonne victoire, hein. Désormais, on est en 18-21. On est solidement accroché à notre 9e place de la conférence Est. Sachant que le top 8, c'est toutes des équipes en bilan positif. Donc, on devrait rester 9e pendant un petit moment. Parce que même, même si on est sur une bonne série, on vient de gagner 3 matchs de suite, et qu'il va falloir continuer comme ça pour espérer grimper, il va falloir aussi que les autres devant ils chutent un peu. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais bon, on en est pas là pour l'instant. Euh, je voulais parler de ce que les Bulls ont décidé de mettre en place et qui va être célébré ce soir avec l'occasion de la venue des Golden State Warriors. C'est le Ring of Honor. J'en avais déjà parlé dans une vidéo quand ils avaient annoncé le truc, c'était genre à la mi-décembre. C'est une sorte de Hall of Fame qu'ils ont mis en place pour eux, où ils vont introduire plein d'anciens joueurs, coachs, etc. Donc il y a déjà des animations qui ont commencé. Et déjà là, hier soir à Chicago, vu que les Bulls ne jouaient pas, mais que Golden State était déjà sur place, Steve Kerr s'est joint il y avait un repas avec tous ceux qui sont introduits au Hall of Fame, et Steve Kerr en fait partie, puisqu'il y a l'équipe 95-96 des Bulls, qui avait gagné 72 matchs et le titre contre Seattle, qui va être honoré pendant cette cérémonie qui sera à la mi-temps du match. Donc Steve Kerr était là, il y avait Phil Jackson, euh,
il y a eu un message de Michael Jordan pour dire qu'il était dégoûté de ne pas pouvoir venir, mais que voilà, il était quand même fier d'être honoré, il voulait remercier les Bulls, etc. Il a publié un message, enfin, les Bulls sur leur compte Twitter ont mis un message de Michael Jordan. Et déjà sur le match contre Houston, dans les travées du United Center, vers la statue de Jordan, il y avait plein des mémorabilia exposés avec des maillots, des chaussures, etc. Que ces joueurs-là ont utilisé à l'époque où ils jouaient. Et donc la liste des joueurs et personnalités qui sont intronisés pour cette première édition, donc il y a Jordan, il y a Pippen, il y a Rodman, il y a Tony Kukoc, il y a Bob Love, il y a Jerry Sloan, Chet Walker et Artis Gilmore pour les joueurs, ça fait 8. Il y a Phil Jackson et son assistant Tex Winter, même si Tex Winter était déjà assistant aux Bulls avant l'arrivée de Phil Jackson. Et Johnny Redker, qui était le premier coach de l'histoire des Bulls et qui ensuite est devenu commentateur pendant de très très longues années aux Bulls jusqu'à son décès en 2009. Et parmi les dirigeants, donc il y a Dick Klein, qui est le créateur de la franchise, c'est lui qui a décidé d'avoir une franchise à Chicago qui s'appellerait les Bulls, etc. Et Jerry Krause, qui a été le grand general manager pendant quasiment 20 ans et qui a construit les deux dynasties qui ont gagné les 6 titres. Donc ça fait au final 13 personnes, plus l'équipe 95-96, avec donc Steve Kerr, Ron Harper qui était au match contre Houston, euh, Bill Wennington qui continue de commenter les matchs pour la radio. Donc bref, voilà, il devrait y avoir pas mal de monde. Je crois que j'ai aperçu Jason Caffey à Chicago aussi, sur une photo que j'ai vue sur Twitter. Donc bref, le seul truc, c'est que comme Jordan ne sera pas là, il n'y aura pas ce que j'espérais qui arrive, même si je me doutais bien que ça avait peu de chances d'arriver, une réconciliation entre Jordan et Pippen. Tu vois, les mecs, ils en profitent pour être là sur le parquet ensemble, pour dire, allez, tu sais quoi, on enterre l'âge de guerre, on reste les bons potes qu'on a été pendant longtemps. Mais voilà, Jordan n'est pas là, donc c'est dommage, ça n'arrivera pas. Et puis je voulais terminer avec une petite note nostalgique, parce qu'après tout, pourquoi pas. Mais donc cette nuit, il y avait le Paris Game avec les Cavs et les Nets. Et d'ailleurs, la défaite des Nets fait que bah, du coup, ça nous donne encore plus d'avance sur la 9e place, parce que Brooklyn est 10e, et du coup, là, avec une défaite en plus, bah, ils sont un petit peu plus relégués. Mais voilà, forcément, ça rappelle des souvenirs de l'an dernier, le match à Paris avec les Bulls et les Pistons, la belle victoire, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excellents souvenirs, des rencontres avec plein de gens qui me suivent sur Twitter, sur les vidéos YouTube, la rencontre avec Joachim Noah au NBA House, avec Benny devant la Tour Eiffel, euh, être dans un resto pas loin du NBA House et voir débarquer le chargé de relations des Bulls et son équipe, euh, discuter un moment avec eux, les Bulls qui m'ont gardé 2 tickets, enfin bref, c'était des souvenirs assez extraordinaires, donc honnêtement, j'espère, je sais pas du tout comment ça s'est passé pour eux, mais je sais pas si les Cavs et les Nets ont traité les fans français qui suivent ces deux équipes-là de manière assidue, et il y en a pareil en leur réservant, je sais pas, des places ou autre. J'espère que c'est le cas pour eux, qu'ils ont pu bien en profiter, parce que franchement, c'est quand même une expérience assez incroyable. C'est très très cher les tickets. Pour aller voir les Nets, c'est quand même pas jojo. Mais, ma foi, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de voyager, ça reste une expérience assez unique et intéressante. Donc, ma foi, tant que chacun y trouve son compte, surtout financièrement, mais au moins, voilà, ça fait une belle expérience. Et de mon côté, celle de l'an dernier était extraordinaire. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'essayer de retourner à Chicago rapidement, revoir un match, parce que ça manque mine de rien. Ça manque mine de rien. Mais bref, voilà, je voulais terminer cette vidéo sur ça. Et puis voilà, c'était cool de se rappeler un petit peu tous ces trucs de l'an dernier à Paris. Maintenant, on va voir. Il devra en annoncer 2 l'année prochaine, avec les Spurs notamment. Donc, bon, je pense pas que les Bulls vont retourner de sitôt à Paris, mais voilà, on va surveiller ça quand même, on sait jamais. Voilà, maintenant on a back-to-back. Warriors à domicile. On se déplace à San Antonio le lendemain. Et d'ailleurs, le premier match des Cavs quand ils reviennent aux US, c'est lundi, à domicile, face aux Bulls. Donc voilà, on va espérer qu'ils soient encore un peu décalqués au niveau du décalage horaire et qu'on soit capable d'en profiter pour aller chercher une petite victoire là-bas, ce serait pas mal. Mais bon, déjà avant ça, on a ce back-to-back Warriors ce soir et chez les Spurs demain.
les Warriors qui vont récupérer Draymond Green. En plus, il me semble que j'ai vu ça, il allait faire son retour sur ce match-là. Sachant qu'ils ont encaissé 141 points contre New Orleans là, il y a 2 jours aussi. Donc c'est c'est pas GG en ce moment pour eux. Mais bon, voilà, donc du coup, ça nous laisse peut-être un peu l'opportunité d'aller chercher une victoire importante dans ce match-là et continuer à revenir vers les 50% en termes de bilan. Donc, on va essayer ça. Donc voilà, on se retrouve sûrement après ce back-to-back pour débriefer ce qu'on aura fait sur ces 2 matchs. Évidemment, il y aura toutes les cérémonies du Ring of Honor avec tous ceux qui seront introduits et ça va être super, super fun de suivre ça. Donc voilà, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.